Chers amis, chers ennemis, bonjour. Yaorana sur Carton Rouge Web Télévision. Troisième débat, troisième thème. Nous allons aujourd'hui parler de développement économique. Un sujet extrêmement vaste avec des invités qui vivent tous les jours les différents domaines que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons essayer de voir quelle est la part de responsabilité de l'administration et des politiques dans la crise qui frappe tous les secteurs économiques de notre pays. On va essayer de traiter ensemble des solutions qui pourraient être envisagées pour redresser l'économie, sauver les entreprises et surtout sauver les emplois. Donc nous allons essayer d'être très pragmatiques, donc on va procéder par exemple. On ne va pas se lancer dans des chiffres et dans la grande théorie, on va donc procéder par exemple, et si possible des exemples concrets. La vérité que vous allez entendre, messieurs, dames, est une vérité qui est crue, une vérité qui est dérangeante, mais une vérité qui ne va déranger que ceux qui vous la cachent. Nous, on ne va pas vous la cacher. Donc, nous souhaitons la bienvenue à nos invités d'aujourd'hui. Alors, Hinano Tunoa, qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui est conseillère municipale de Mahina. Monsieur Noël Ti Inouï, qui est conseiller municipal de Piré, qui va arriver également. Tout le monde est un peu en retard. Antonietta Lehartel, qui est prestataire de services dans le tourisme. Gérard Mahiné, ici, conseil municipal de Mahina également. Patrick Kahia, qui est un enseignant, mais également un négociateur, et qui vit des expériences assez extraordinaires dans le domaine des produits agricoles. Varina Chung, qui est directrice générale d'une société de distribution de produits agricoles, et elle distribue, produit et commercialise des produits originaires de l'ensemble des archipels, pas que de Tahiti. Franck Termatey, qu'on ne présente pas dans le milieu des spécialistes, c'est un de nos principaux perliculteurs. Et il a également une expérience extrêmement solide dans un des deux premiers domaines économiques de notre pays. Monsieur Frédéric Saguès, qui est commerçant mais également exportateur. C'est quelqu'un qui expérimente l'exportation sur le net. C'est une expérience très intéressante. Hélène Ouimou, qui est entrepreneur dans le bâtiment, qui fait également 2 ou 3 autres choses, mais il est là aujourd'hui pour nous parler du bâtiment. Pardon ? En tant que porte-parole de ce secteur. Sinon, nos invités habituels, les porte-paroles du Carton Rouge, donc M. Marc Zuni, Pierre, M. William Tofa, M. Tetouanoui, et notre expert, notre conscience, notre dictionnaire, notre encyclopédie du savoir, M. Jean-Pierre Bouisson, qui ramène un peu les choses à l'heure et qui remet les pendules à l'heure quand c'est nécessaire. Donc, très rapidement, entrons dans le vif du sujet. Depuis 30 ans, ça ne va pas trop bien sur le plan économique dans notre pays. Depuis 6 ans, c'est l'instabilité. Le pays plonge dans la récession. Le désastre social se traduit par l'augmentation des faillites et du nombre de chômeurs. Les chiffres et les statistiques sont sans appel. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est comme ça. Et les chiffres, c'est de l'arithmétique. Et l'arithmétique, c'est une science exacte. Bien sûr, il y a la crise mondiale, mais la reprise qui s'annonce partout dans le monde, elle tarde à arriver en Polynésie française. Elle arrive partout, elle n'arrive pas chez nous. Alors les choses s'aggravent. Alors essayons de répondre à cette question. Pourquoi les choses s'aggravent en Polynésie? Pourquoi nous ne sortons pas de la crise? Je ne vais pas me lancer dans une longue évocation de chiffres, néanmoins 2 ou 3 chiffres très très rapidement. On a détruit 2200 emplois l'année dernière, 5000 depuis 2004. Le taux de chômage, c'est 25%. C'est une personne sur 4 en Polynésie française. Le nombre de faillites, rien qu'en 2010, c'était 2264. La création d'entreprises, moins 14,5%. Il y a toute une liste de chiffres très très alarmants. Les prêts bancaires à la construction, moins 4 milliards cette année. L'augmentation totale des prix sur 10 ans, c'est 15%. L'évolution et le transfert de l'État, par contre, sont toujours très positifs, puisque entre 2001 et 2010, il y a 39,14% d'augmentation en 10 ans. Il faut savoir que l'État investit par personne et chaque année plus de 500 000 francs, soit à peu près 38% du SMIC. Il y a un seul chiffre qui est en nette progression, c'est l'endettement de notre pays, puisque durant les dernières années, le taux d'endettement a augmenté de 60%. Donc on pourrait rentrer dans le détail et parler du coût de l'énergie qui a augmenté de 22%. On pourrait parler également de l'augmentation globale des prix de 15%.
on pourrait parler d'un tas de choses, dire que l'importation des biens a chuté de 12%, que le crédit à la consommation a chuté de 10%, etc. etc. Bref, c'est une liste qui est déprimante. Donc on va aborder un certain nombre de domaines dans le développement économique de notre pays qui vont illustrer ces chiffres-là. On a également une petite liste des échecs et du gaspillage. Et malheureusement, on s'aperçoit objectivement que ces gaspillages relèvent de la responsabilité du politique. Par exemple, le port de Faratea, qu'on attend depuis 30 ans, le centre artisanal de Pnavia, la flottille de pêche qui est en train de rouiller au port de pêche, l'incinérateur de Mam'an, le centre d'enfouissement technique de Niv'e, Digicel, la Pomme à Frec, la SMPP, un tas de gaspillage, le King Tamatoa, le tourisme qui n'est pas bien, la TN qui est en train de plus pouvoir décoller, le SFAC du Taoné, le Club Med, le Hilton. Enfin bref, un total, messieurs, dames, et une évaluation des investissements qui ont été gaspillés, c'est, à votre avis, le chiffre, c'est 1000 milliards à peu près de francs CFP. C'est colossal. L'évaluation du nombre d'emplois qui ont été sacrifiés, c'est 4000. Voilà, pour le décor, je suis désolé, il n'y a pas de quoi rire. C'est même un peu dramatique. Et on commence tout de suite par l'industrie touristique. La part de la Polynésie française dans le marché mondial, c'est rien. C'est 0,016%. Il y a dans le monde 1 milliard de touristes. Et chez nous, c'est 0,016%. Voilà. On a dépensé à peu près 2 milliards par an dans la promotion touristique pour ce résultat. Le nombre de touristes en 2000, il y avait 252 000. Alors qu'aujourd'hui, moins 39%, on est à 153 000, c'est l'échec. Depuis 40 ans, c'est l'échec. Les principales destinations qui sont nos concurrents, eux, ont quadruplé leurs chiffres. Fidji, les Seychelles, les Maldives, tout ça, ça marche, mais chez nous, ça ne marche pas. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de cette table qui veut parler du tourisme, qui a des suggestions à faire, un constat à faire, M. Marchesini ? Alors merci Monsieur Loïc Brigatto de cette fameuse présentation. Moi personnellement, ce que je vois dans tout ça, c'est un échec général. On va dire que l'autonomie est responsable pour moi de tous ces échecs, c'est-à-dire que les hommes qui ont conduit l'autonomie pendant 30 ans n'étaient pas matures et ils se sont plantés dans tous les secteurs. Alors bien évidemment, aujourd'hui, ces secteurs sont à l'agonie. Donc le système autonomie prouve, s'il en était, que la Polynésie française n'a pas su conduire son développement économique. Alors je vais dire que les hommes... Pour le tourisme. Oui, alors les hommes, le tourisme fait partie bien sûr plus précisément de ce développement puisque on a eu ces grands menteurs qui nous ont dit que la principale activité serait le tourisme en Polynésie française. J'entends encore des responsables nous dire que ce serait 500 000 voire 1 million et que parfois ils ont dit on va s'arrêter à 300 000, ce sera bien. Alors ces gens-là naturellement sont des menteurs professionnels et aujourd'hui ils voudraient encore nous dire on va vous sauver. Alors que s'est-il passé dans notre tourisme? Eh bien la Polynésie n'a pas su, me semble-t-il, anticiper par rapport au prix et au coût de l'éloignement et nous nous retrouvons aujourd'hui dans une catastrophe qui était annoncée puisque la crise internationale nous a touchés de plein fouet. Monsieur Tétonoui, une prise de position sur le problème du tourisme? Je nuancerai un petit peu les propos, c'est de dire qu'effectivement, en 1998, au retrait de la DIRCEN et du CEP, le tourisme était florissant puisque nous avions des avions low cost comme Corsair et AOM qui étaient là avec le Club Med. Et c'est les prises de position politiques de mettre en place Air Tétinoui qui a fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui fonctionne. Au niveau du tourisme. Donc c'est lié au transport aérien en particulier? En particulier, c'est lié au transport aérien et puis surtout aujourd'hui la protection des positions dominantes dans le secteur du transport aérien. Ok. Monsieur Saguet, c'est une petite réflexion peut-être en ce qui concerne la promotion touristique. Vous l'analysez comment la promotion touristique de notre beau pays depuis 5-6 ans? Je crois que la promotion était vraiment dispersée. D'ailleurs, je crois que de nombreux offices maintenant sont fermés. Donc la question est de savoir par quoi ils sont remplacés. Et pour l'instant, on ne voit pas trop de politique générale au niveau de cette promotion touristique. Il semblerait que dans le monde, 70% des réservations dans le secteur de l'hôtellerie et des réservations se fassent sur le net. Et aujourd'hui, ce n'est pas tellement le cas ici en Polynésie. On peut réserver en Polynésie sur le net ou pas? Non, je crois que... Ah, on peut pas? Pas vraiment.
pas vraiment. Il y a quelques compagnies, mais c'est très difficile. C'est On peut réserver par l'intermédiaire de compagnies internationales comme Expedia, mais il y a Localement, pas, non. localement, c'est plus difficile. Il y a quelques groupes qui font effectivement la promotion, mais c'est pas généralisé. Monsieur Termat Hey, vous souhaitez intervenir sur le Je sujet? voulais comparer un petit peu ce qu'on fait en Polynésie par rapport à ce que font les Hawaïens chez eux. Lorsqu'ils veulent faire venir des Chinois, ils ne disent pas que tous les Chinois devront voyager sur Hawaiian Airlines. Ils se mettent autour d'une table et disent comment on fait pour faire venir des Chinois. Donc, ils essayent de voir et disent les Chinois, ils veulent voyager dans des avions chinois, avec du personnel chinois, être reçus à Hawaï par des Chinois. Et ils ont travaillé dessus d'abord. Et ils sont arrivés effectivement à avoir toutes les autorisations, à simplifier toutes les choses. Ils ont démarré en fin 2010. En 2011, ils ont pensé pouvoir faire venir 110 000 touristes. Ils sont arrivés à en faire venir 170 000. Et ils projettent en 2012 d'en faire venir 500 000. Donc vous voyez les projections. Mais ils mettent tout en place. Alors j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines personnes qui sont dans le milieu de machin. Lorsque je leur dis, mais comment faire pour que la Polynésie puisse avoir beaucoup de touristes? Alors là, j'étais surpris parce que la première chose qu'ils disent, c'est fermer le GIE Tourisme. Parce que ce sont des gens qui sont là et qui n'ont pas comment dirais-je, de résultats obligatoires. Vous êtes... Je vous interromps 2 secondes. Au sein du conseil d'administration du géotourisme, il n'y a que des hôteliers, il n'y a que des patrons d'hôtels. Je ne sais pas, je ne connais pas du tout. Je peux vous Mais le ça, dire. c'est la réflexion des... Je ne dis pas qu'ils ont tort, mais comment se fait-il, à votre avis, que quand vous avez un conseil d'administration qui est composé essentiellement de professionnels et de patrons de grands groupes hôteliers, pourquoi ils ne font pas ce qu'il faut? Peut-être qu'ils ont peur de bouger, je ne sais pas, honnêtement. Je sais Ils pas. ont peur de gagner de l'argent? Non, de bouger, de faire bouger les choses. S'il faut fermer quelque chose, il faut y aller, il ne faut Le pas avoir peur. résultat de cette peur, hein, je vous redonne la parole après, c'est les hôtels qui ont fermé. Club Med Bora Bora, Club Med Moorea, Hyatt Harway, Bora Bora Lagon, Bora Bora Beach Resort, Sheraton Papeete, et j'en passe. Perte d'emploi 1000 en direct et perte d'emploi indirect 300. C'est quand même colossal. Hein. C'est malheureux, mais c'est la triste réalité. Et puis, quand il y a quelque chose qu'on met en place et qui ne fonctionne pas, il faut pas avoir peur de changer. Et on a peur de changer? Moi, je pense que c'est un peu ça. J'ai eu l'occasion de discuter avec un seul gars qui est à l'intérieur du conseil d'administration et me raconter, par exemple, vous avez entendu parler de Invest in Your Love? Oui. Vous savez comment Invest in Your Love est arrivé? Non. Ce n'est pas par des sociétés spécialisées dans le marketing. C'est comment dirais-je, une phrase prononcée par un ministre et où tout le monde, ils sont là, ils sont complètement ébahis. C'est toujours s'ils applaudissent pas parce qu'il a trouvé la formule miracle. Combien de touristes sont venus avec Invest in Your Love? Une trentaine, je crois. Hein? Pour 500 ou 700 millions d'investissements. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut laisser aux professionnels... C'est ça la Le réalité. problème, c'est que les professionnels, ils font rien. Peut-être des trouillards, je ne sais pas. Mais... Patrick? Oui, Hélène, pardon. Oui, je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça. Je pense que c'est un manque de compétences parce que on a de la chance d'avoir des avions. Donc ils sont là. Il faut trouver les moyens et je pense que il y en a qui ont ceux qui sont là, je pense qu'ils sont assez compétents. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas là. Donc je pense que c'est une question de compétence. Donc se servir déjà de ce qu'il y en a. Hein. Et je voulais juste faire une petite parenthèse. Je suis là en tant que porte-parole de M. Mario Matteri, qui a perdu sa femme récemment. Et puis je suis très content d'être autour de cette table. Vous êtes le bienvenu, Hélène. Vous êtes le bienvenu. Patrick, vous sentez tout à l'heure avoir envie de dire quelque chose sur le tourisme. Et après, on va faire parler la dame, parce qu'il y en a une dame autour de notre table, et après, on parlera de M. Buisson. Là, monsieur... C'est quoi votre analyse de l'échec? D'abord, déjà, le fait qu'il n'y a plus l'armée en Polynésie, bien sûr, c'est important. C'est un manque de tourisme familial. Puis on a supprimé Taravao, Faa et Aroué, mais moins de familles de gendarmes ou plutôt de militaires qui viennent. Ça, c'est une chose. Après, on disait tout à l'heure que il y avait les avions low cost. Je ne vois pas pourquoi, malgré qu'il y a quand même 6 avions, je sais s'il y en a encore 6 ou 4, il n'est pas possible pour ATL de mettre en place, ne serait-ce qu'une fois par mois ou 2 fois par mois, un charter low cost. Ça peut être une solution. Donc, est-ce que maintenant,
ceux qui sont à ATN ont pris conscience, parce que le problème à eux, ils sont subventionnés à je ne sais pas combien de pourcents par nos fonds. Pas oublier que c'est quand même nous qui payons À 100%. à 100% ce grand gabegie, cette machine à gaz. Mais est-ce qu'ils n'ont pas trouvé des solutions depuis? On dit ah oui, ça va mal, ça va mal, ça va mal. Mais est-ce que le politique n'a pas beaucoup plus de rôle à jouer là-dedans, quoi? Donc je ne suis pas trop. Là-dessus, justement, je voudrais réagir parce que... Ouais, après Varema et après M. Buisson. Effectivement, c'est l'implication de la politique à l'intérieur de ce que pourrait être un secteur entièrement privatisé. Et c'est cet interventionnisme des politiques qui a fait qu'aujourd'hui, le tourisme ne fonctionne pas. Il vient de dire qu'il faut supprimer GIE Tourisme. Moi, je dis qu'il faut libérer le ciel. Il faut aujourd'hui qu'il y ait une vingtaine de compagnies qui viennent en Polynésie. Et pourquoi aujourd'hui ATN? Mais ATN, effectivement, ATN, il y a des incompétents dedans. Pourquoi? Parce que tout simplement, ATN, il faut privatiser. Et la politique aujourd'hui à 85%, et ce sont nos fonds aujourd'hui qui partent à 6 milliards par an. Moi je dis c'est une dérive complète. Il faut tout privatiser. De toute façon, que ce soit dans le secteur de la pêche, dans l'agriculture, dans tout, il ne faut pas que les politiques s'occupent de tout ça. La politique, elle doit être au-dessus de tout ça. Il faut laisser les privés aujourd'hui dans ce pays faire ce qu'ils doivent faire. Varema? Moi, ce que j'aurais dit à vous dire aujourd'hui, c'est que je suis très fière, au contraire, qu'en Polynésie, on ait une compagnie. Donc, comme disait mon voisin, on en a une faisant-la fonctionner. Ma fierté, c'est quand même que RTT existe en Polynésie. Mon avis sur le mauvais fonctionnement du tourisme, c'est qu'à mon sens, certaines décisions et certaines prises de position, certains choix, je pense, ont été très mal pensés. On parlait du bisou, je ne sais quelle campagne publicitaire, Invest in Your Love. On aurait peut-être pu proposer autre chose. Des idées, tout le monde en a en Polynésie pour faire venir des touristes. Sauf que, évidemment, on n'est pas sollicité, on ne nous demande pas notre avis. Et comme disait mon voisin, souvent j'aurais tendance à dire qu'il y a un manque de compétences dans le milieu. De là à dire qu'il faut que le politique se décharge complètement de la compagnie, sans cette volonté politique à la base, on n'aurait pas de compagnie aujourd'hui. On peut dire quand même qu'en Polynésie, sans volonté politique à la base, il n'y a rien qui soit facile à entreprendre. Alors, j'en suis un exemple concret. Ça a été très, très, très difficile de monter la société que nous avons montée. On a eu à un moment donné l'aide du politique. Actuellement, nous n'en avons aucun. Bon, les médias vous diront autre chose parce qu'ils utilisent les médias pour vulgariser leur politique agricole. Expérience, hein, dans l'agriculture. Voilà. Mais c'est vrai qu'à la base, s'il n'y a pas de volonté politique de développer, s'il n'y a pas de volonté politique, je dis, de développer ce pays, tout est très ardu, tout est très difficile. Je tiens à prendre la parole par rapport à ce qui vient d'être dit. La compagnie aérienne n'est pas née d'une volonté politique, elle est née d'une volonté d'éteindre une magouille. Alors je m'explique. Les deux avions d'Air Tahiti Nui en premier ont été repris à la compagnie où monsieur et madame Chirac avaient mis de l'argent et ils ont payé 25 millions de dollars. Et les deux premiers avions ont été repris par Air Tahiti Nui par un montage qui est totalement anormal, puisqu'au départ, monsieur Floss, puisqu'on peut le citer, est un beau magouilleur, il a voulu sauver madame Chirac. À partir de ce moment-là, on a loué... elle avait les deux avions sur les bras et nous, on a fait ce qu'il fallait pour le... Non, elle avait fait... Enfin, c'est une longue histoire avec M. Courbet et c'était des avions qui étaient en Suisse et il a fallu les racheter. Et c'est comme ça qu'on a monté Air Tahiti Nui pour venir sauver Mme Chirac. Le principe, après, ça a été de louer des pilotes et on a tout loué. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, on loue encore un appareil à 70 millions par mois et que cet appareil reste au sol. Monsieur Christian Vernodon, qui est un voyou, a aussi renouvelé le contrat pendant 7 ans. Donc c'est bien les privés qui ont mis de l'argent dedans, et j'en suis un, nous avons tout perdu. Pourquoi nous avons tout perdu? Parce que les hommes politiques sont des incapables et des menteurs. Alors je vous rappellerai tout simplement que lorsqu'on a ouvert le ciel du côté de New York, on a fait une belle promotion avec la compagnie Saatchi, 1 milliard de jetés à la poubelle, sans avoir aucun résultat. Une seule personne a pris cette décision par incompétence. Ensuite de ça, on est allé à Paris en passant par New York. Ça nous a coûté la même année 5 milliards de pertes. Voilà ce que M. Christian Vernodon a su faire. Quant à la défiscalisation, Air Tahiti Nui a englobé 40 milliards de nos fonds en défiscalisation.
et ils se sont partagés les fonds. Je vais vous donner un autre exemple. Très rapidement. Pour que Air Tahiti Nui fonctionne à Tahiti, la concession de maintien des avions au sol a été doublée. C'est-à-dire que ça coûtait 600 millions. Aujourd'hui, ça coûte 1,3 milliard. Et c'est Air Tahiti qui encaisse l'argent. Et on avait le même capitaine à bord, Air Tahiti Nui. Et les factures allaient de l'un à l'autre. Ça s'appelle de la magouille. Et les hommes politiques n'ont fait que ça sur le territoire depuis 25 ans. Monsieur Buisson, après Monsieur Tofa, et on va être obligé de passer à un autre thème. Oui, tout ce qu'on vient de et dire. qu'on parle un petit peu des solutions de carton rouge un peu avec Monsieur Tofa, hein, si possible. Tout ce qu'on vient de dire nous ramène à l'évidence, c'est-à-dire que dans ce domaine, comme dans d'autres, on le verra tout à l'heure, il n'y a jamais eu aucune politique, ni sérieuse, ni cohérente, ni, on va dire, continue. Chaque fois, on a eu des décisions prises au coup par coup, en fonction d'intérêts divers et variés, malheureusement bien plus souvent privés que publics. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que quelque part, on parlait de promotion. C'est très bien de faire la promotion. Encore faudrait-il que le produit soit correct. Je vais juste citer, ça dure 20 secondes. Je viens de recevoir trois amis de métropole qui ont passé un mois chez moi. À leur arrivée, bien sûr, j'ai voulu faire le tour de l'île. Eh bien, imaginez ce que l'on peut essayer de leur montrer pour tenir une journée en faisant le tour de l'île. Je vous promets qu'il faut vraiment essayer de tirer tout ce qu'on peut essayer de voir pour tenir une journée. Je t'invite à Moorea. Il y a beaucoup plus de choses à voir. À Moorea, c'est vrai. À Moorea, on y est allé une journée, on ne s'est pas ennuyé une seule seconde. Alors qu'à Tahiti, malheureusement, pour essayer de voir quelque chose d'intéressant, c'est effrayant. De toute façon, il faut sauver Air Tahiti Nui. Je n'ai pas dit qu'il faut couler Air Tahiti Nui, mais il faut sauver Air Tahiti Nui parce que c'est notre avion. Et on passe à un autre thème. Monsieur Tofa, qui n'a pas parlé encore. Je crois que vous avez plus ou moins donné votre point de vue qui est exact. Par exemple, le manque de professionnalisme au niveau des compagnies aériennes, on a mis n'importe qui. Et comme il est dit, par exemple, on a acheté des avions à tour de magouille. Mais je pense que carton rouge voudrait dire à tout le monde que, comme a dit M. Gaston Titoinoui, il faut libérer le ciel, il faut faire venir d'autres compagnies. Il faut faire des appels d'offres à travers le monde pour appeler à ceux qui sont à l'extérieur, aux autres compagnies, de venir en Polynésie, mais seulement comme le ciel est confixé. Vous savez que nous n'avons pas la compétence du ciel. Alors, on ne peut pas. Il faut aller discuter ça à Paris. Alors, il semble que on veut faire quelque chose sans pouvoir le faire. Alors, je pense qu'il faut de la compétence à la compétence. Donc, il faut faire appel à des gens qui, dans le monde, sont des personnes compétentes à gérer des compagnies aériennes. Il faut les faire venir chez nous. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut obtenir de bons résultats. Une idée de carton rouge, et je passe la parole tout de suite à Franquita Amatei. L'idée de carton rouge était d'associer, je lis, hein, c'est partie du programme, associer la promotion touristique à la promotion de la perle. C'est une bonne idée, ça? Oui, ça peut être une bonne idée à développer, à travailler. Mais quand je disais qu'il faut fermer le GIE, on avait un GIE Perle de Tahiti qu'on a fermé parce qu'effectivement, on s'était aperçu que ça, c'était pas du tout rentable. Mais fermer et puis peut-être privatiser et ne pas donner l'exclusivité à une seule entité. Parce que si vous donnez la promotion à une seule entité, ils vont s'endormir, ils n'ont rien, ils ont pas. Il faudrait peut-être imaginer 2 ou 3 pôles qui seront en compétition et qui sont obligés d'être performants. Mais donner l'exclusivité, comme ils viennent de donner, je ne sais plus, du côté de l'Europe, à une seule société... Avec une appel d'offres un peu discutable. Ça ne va jamais marcher. Le mec, il a tout ce qu'il faut, il a le pognon, mais qu'est-ce que tu veux? Il n'a aucune obligation de résultat. Si, comme ça, sur papier... L'obligation de résultat, c'est important. C'est ce qui fait marcher les choses. Si vous n'avez pas d'obligation de résultat, si vous avez un vendeur que vous payez 700 000 balles, mais vous avez il ne fait aucun chiffre d'affaires, pourquoi il va en faire? Je pense que c'est un bon point. Le mot de la fin sur le tourisme, M. Saguès, et après on embraye sur le bâtiment, puisque notre ami Renouy doit nous quitter pour rejoindre la belle île de Moorea. Oui, moi je voudrais quand même rappeler que nous avons eu 13 ou 14 gouvernements depuis quelques années.
Donc, dans quelle mesure est-il possible de conduire une politique stable à court terme, ne serait-ce qu'à court terme, en changeant 14 fois de gouvernement et en sachant qu'à chaque fois, on le met tout en question, on change les gens. Donc, n'importe quelle entreprise ne pourrait pas survivre en changeant de patron tous les mois. Et ça a été aussi également un frein majeur. Non, mais je pense que là, les professionnels, ils doivent réagir. Le ministre, un ministre, c'est pas lui qui va décider de quelque chose qu'il découvre, qu'il ne connaît pas. On a souvent eu l'occasion d'avoir des ministres incompétents. Vous laissez entre les mains, votre profession entre les mains d'un ministre parce qu'il est ministre, c'est la catastrophe. Quand vous avez un bon ministre, oui, vous pouvez vous appuyer, vous adosser à lui. Mais c'est les professionnels qui doivent prendre en main leur secteur. Ce n'est pas de se soumettre à un ministre. Si vous avez un taré de ministre qui demain se présente, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez subir? Vous allez fermer toutes les entreprises? Non, c'est pas possible. C'est un peu ce qui se passe. Dans certains, sûrement dans certains on peut cas, instaurer le résultat au ministre. Pourquoi le ministre ne serait pas soumis à un résultat? On va le payer à rien faire? Non, c'est pas un bon ministre, on le fout dehors. Ouais, il assume. Peut-être ça peut marcher sans ministre aussi. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir autant de ministres. Il y a peut-être des professions qui peuvent marcher sans ministre, je ne sais pas. Oui, Patrick, et après on passe au bâtiment, s'il vous plaît. Ce que je ne comprends pas, et je suis tout à fait d'accord avec Pierre, c'est qu'ils font quelque chose, il faudrait qu'ils assument. Ils ont fait une bêtise, mais ils assument. Vous avez vu tout à l'heure, au début d'émission, la liste de chiffres que j'ai annoncée. Ils n'assument pas. Hein. OK. Patrick. Eux sont conscients que pour eux, ils font des bonnes choses. Hein. Si vous interrogez un ministre, n'importe lequel, je suis sûr qu'il va vous dire que tout marche bien. Il pense que tout marche bien. Parce que, il vit sur une autre planète alors. Hein. Parce qu'il n'a rien investi. C'est aux professionnels de se prendre en main. Patrick. Le problème de notre tourisme, on n'a rien à leur proposer. On a les meilleures vagues du monde. Pas de tourisme de surfeurs. Pas assez. Rien. Même pas, ne serait-ce que pour les backpackers, surfeurs du tour du monde qui font un circuit. Mais oui, mais l'argent ne reste pas chez nous. L'argent se barre. Ils génèrent des milliards en vendant la seconde à 150 000 balles. Nous, zéro. Donc il y a un problème. Il faut récupérer déjà ça. Ensuite, moi j'ai eu un ami, avocat australien, qui est venu ici, on va à Bora, méchante brochure, il me dit, waouh, vous êtes des bons, hein. Je dis, comment ça? Vous arrivez à vendre une destination où les jolies filles que j'ai vues, il n'y a que des grosses. J'attends ma navette, mais il y a un chien qui vient pisser sur mon tabouret en cocotier, là. À côté, il y a des mecs qui font la bamboula, tout le monde, ils ne vont pas t'agresser. Je dis, c'est quoi ce pays? Mais vous arrivez à vendre. Mais peu. Mais vous êtes déjà bon. Mais maintenant, tous nos atouts, on les exploite même pas. Le monsieur disait tout à l'heure, il fait le tour de l'île, il n'y a rien à voir. Tu vas au trou de souffleur, il n'y a pas de souffleur. Il y a un problème. Donc, on a un beau tunnel. En tous les cas, je vais vous dire à tout le monde... dans les îles, venez dans les îles. Oui, je voulais dire à tout le monde que, soyons conscients, il faut sauver cette compagnie. C'est possible de sauver et Carton Rouge a les moyens. J'avais un dernier point à rajouter. Embaucheriez-vous un ex-douanier comme ministre du Tourisme? C'était la question que je voulais poser. Non, alors, moi, personnellement, les douaniers, je les mets à la frontière et si ça ne va pas, je les mets à la retraite. Donc, M. Oscar Temarou, ce n'est pas un bon ministre du Tourisme. Ça, c'est sûr et certain. Ceci étant dit, Carton Rouge a des propositions à faire. Sinon, on va nous dire, oui, vous critiquez, pas de solution. Alors, voilà. La première chose à dire, c'est que moi, je rejoins ces invités en disant, il faut de la compétence. Et de la compétence, ça ne s'achète pas, ça se recrute. Et on va pouvoir mettre l'argent qu'on a mis sur des incompétents devant des personnes qui sont compétentes. Et croyez-moi, elles viendront et elles nous montreront que ça peut se faire. Et nous pouvons développer notre tourisme naturellement en sensibilisant toute la population. Je pense qu'il faudra aller vers les jeunes. Et il faut aussi faire confiance aux pensions de famille parce qu'ils ont conscience qu'il faut faire les choses bien. Et les pensions de famille, malgré tout, ont le sens de l'accueil et la Polynésie reste encore accueillante par rapport à d'autres endroits. Alors c'est vrai que ça s'est appauvri. Je vous rappellerai quand même qu'on avait tenté l'histoire des casinos. On avait mis en place une certaine fiscalité à l'époque et naturellement ça a été encore jeté à la poubelle parce que notre monsieur Floss voulait faire son casino personnel. Donc vous voyez que le politique aussi détruit beaucoup plus qu'il construit.
Voilà. Et en conclusion, Carton Rouge mettra en place toutes les solutions nécessaires pour faire en sorte que la compétence réussisse dans les domaines qui conviennent pour développer le tourisme. Bon, c'est un sujet extrêmement intéressant. On aura peut-être l'occasion plus tard à investir des membres du comité du tourisme. Mais voilà, en 2 minutes, on va faire une petite transition sur le bâtiment parce que Hélène va nous quitter. Et après le bâtiment, on parlera de perliculture. Tout de suite, ce qui vous attend au prochain épisode. Bien sûr qu'il est possible d'être autosuffisant. Encore faudrait-il que ce soit une volonté politique. Une fois de plus, on a tendance à dire la politique, pas de politique et tout. À la base, il faut quand même qu'il y ait un consensus entre le privé et le politique. Pourquoi? Les syndicalistes payés à 900 000 francs par mois pour venir défendre les chômeurs. Ils sont où ces gens-là?